Et bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un top des jeux familiaux, top 10. Et j'espère que ça va vous intriguer et que surtout vous allez pouvoir me dire vous-même c'est quoi vos jeux préférés, ceux qui sortent vraiment le plus avec vos amis et avec votre famille. Et donc voilà, on va commencer, on va démarrer tout de suite en force. Alors le jeu qui a été beaucoup joué, c'est le jeu Clank qui arrive en 10e position. Clank est un jeu donc de deck building dans lequel en fait, on va interpréter des voleurs un peu gauches qui vont se faufiler au fait, dans le repère d'un dragon, et oui, pour aller voler des trésors, des artefacts. Et ce qui est très fort dans ce jeu, c'est qu'au fur et à mesure, donc on a une main de cartes de départ c'est toutes les mêmes. Et évidemment, plus on va évoluer, plus on va aller chercher d'autres cartes, plus ça va devenir intéressant, plus nos jeux vont devenir asymétriques, d'où le thème évidemment deck building. Et le côté fun, évidemment, c'est que comme on est des badauds et des nuls, on va faire un tas de bruit et évidemment, on va se faire cramer par le dragon, c'est le cas de le dire. Et donc, il faudra essayer de sortir vivant, si possible, le plus vite possible, en ayant découvert les plus beaux trésors, les plus beaux artefacts. Et au final, c'est celui qui aura, c'est celui qui aura évidemment ramené son trésor qui sera vainqueur et qui aura le plus de points, les meilleurs artefacts. Et dans le pire des cas, on s'est fait cramer et donc si on arrive au-dessus de la terre, nos familles, nos amis vont nous extirper des enfers et quand même pour la gloire de notre quête, récupérer quand même notre trésor. En revanche, si on meurt en dessous de la terre, là, comment dire, on finit que nous, hein. C'est très très bon jeu, Clank, excellent. Si vous l'avez jamais découvert, en tout cas, je suis sûr qu'il est louable dans toutes les ludothèques et trouvable dans toutes les tables de jeux de bar à jeux. Voilà. En 9e position, un autre excellent jeu. Ici, il s'agit de Dice Crafting, donc de la création de dés. 9e position, Dice Forge. Donc, au fait, tout simplement, une place s'est libérée au panthéon des dieux. Et puis, les dieux se sont dit, tiens, si on faisait un petit tournoi pour voir qui serait le plus victorieux, le plus incroyable, qui aurait sa place parmi les dieux. Et donc, on a des dés qui sont exactement les mêmes de joueur en joueur. Et au fait, c'est ça toute la saveur de ce jeu, c'est que on va venir les améliorer, rendre les compétences meilleures de nos actions en allant dans un bassin à face de dés. Et on va venir transformer donc chaque face en l'améliorant par une face qui va être complètement asymétrique par rapport aux dés des autres joueurs. Et le côté fun, c'est qu'évidemment, même quand les autres joueurs jouent, un peu comme on pourrait retrouver dans Catan, tout le monde lance ses dés quand même, de telle sorte qu'on ne fait pas rien pendant le tour des autres joueurs. J'ai oublié de dire quand même, je reviens en arrière juste 2 secondes, que Clank est un jeu de 2 à 4 joueurs de Paul Denen, aux illustrations de Derek Herring, Raoul Ramos, Rev Bessner et Ratislav Lee, chez Ori Games, des parties d'environ 1 heure, de 2 à 4 joueurs. Ici, Dice Forge, c'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs, des parties d'environ aussi 1 heure, un jeu de Régis Bonnessé, aux illustrations de Biboun et chez Libellude. Très cool, Dice Forge. Voilà. Alors, nous arrivons donc en 8e position avec un jeu, pour moi, rien que la couverture déjà, ça donnait envie. Et ça m'envoyait du rêve. Oui, il s'agit de Abyss. Alors, c'est clair que la boîte, elle vous laisse pas indifférent. Donc, à ne pas mettre dans une chambre d'un enfant de 2 ans, sinon je crois qu'il risquerait d'avoir quelques peurs. Mais voilà, les illustrations sont juste magnifiques. Donc, parlons-en. Abyss, un jeu donc de Bruno Feduti, rien à voir, Bruno Catala, excusez-moi, et Charles Chevalier, aux illustrations de Xavier Colette.
Un jeu donc de 2 à 5 joueurs si on a les extensions. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est sur l'extension Kraken. Non, ça c'est avec les perles noires. Léviathan. Je pense que c'est Léviathan qui amène le 5e joueur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Des parties d'environ de nouveau plus ou moins 1 heure. C'est distribué et édité chez Bombix. Donc c'est quoi ce magnifique jeu Abyss? Outre les magnifiques illustrations de Xavier Colette, c'est que c'est un jeu dans lequel il va falloir s'allier, enfin trouver des alliés en tout cas de différentes factions. Donc les alliés coquillages, crabes, ça c'est le peuple combatif, le peuple de guerriers. Et c'est ça qui est assez sympa, c'est que tout est assez un peu politisant, un peu abyssal. Donc c'est vraiment fun et les illustrations sont juste magnifiques. Donc on va récolter des alliés en faisant une espèce de stop ou encore. On va piocher comme ça dans une pioche de cartes et proposer aux autres joueurs s'ils veulent ou pas récupérer tel ou tel allié en payant avec des perles. Les perles sont la monnaie du jeu. Et avec ces alliés, au fait, on va essayer de recruter évidemment des seigneurs qui rapporteront évidemment le plus de points de victoire possible, mais pas que. Ils vont aussi nous donner soit des pouvoirs one-shot, des pouvoirs permanents, des clés pour aller chercher ensuite des territoires abyssaux qui vont nous donner énormément de points de victoire. Et puis la partie s'arrête dès qu'il y a un joueur qui a amené son 7e seigneur, si je dis pas de bêtises, qui l'a recruté. Et donc c'est excellent, c'est vraiment un jeu riche, chaque partie sera différente. Donc ici on tourne, comme je le disais, aux alentours de plus ou moins 1 heure, en fonction qu'on a joué avec des extensions ou pas, ou avec des nouveaux joueurs ou pas, ça peut durer un peu plus longtemps, c'est plus ou moins. Mais en tout cas c'est vraiment riche et vraiment sympa. Abyss, vraiment un bijou. Voilà. Ça nous emmène donc à la 7e position, un jeu qui sort énormément chez nous en famille et on se marre comme des bossus. Il s'agit du petit jeu Diamant, un jeu donc de Bruno Fediti, voilà. Et Alan Hermoun, alors je pense que si je dis pas trop de bêtises, Alan Hermoun est très connu pour notamment, j'espère que je dis pas d'annerie, les fameux Aventuriers du Rail, si je dis pas de bêtises. Quant à Bruno Fediti, je pense que largement il a fait sa renommée. Ici c'est de 3 à 8 joueurs, des parties d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure, allez si on est beaucoup, chez Yellow, mais en vrai ça va très très vite, c'est vraiment un jeu qui fonce à toute allure, parce qu'en fait donc en gros on a des explorateurs, on va faire 5 expéditions, et donc c'est un jeu de stop ou encore, où on va pousser sa chance, prendre des risques, peut-être se choper des dangers en pleine tronche, mais c'est ça qui est fun, c'est que plus donc on avance, donc à chaque fois qu'on va avancer dans l'expédition, on va avoir 2 choix, soit on a les chocottes, on rentre au campement, et dans ce cas-là, c'est pas que les chocottes, c'est le fait aussi que on va pouvoir engranger tout ce qu'on a amassé de découverte en découverte, si vous voulez, et on récupère comme ça des rubis, et on va pouvoir les camoufler dans notre coffre, bien précieusement. Et ceux-là, ils seront acquis et plus personne pourra, enfin, sauf qu'avec l'extension, on peut maintenant piquer, mais normalement, dans la version de base, c'est acquis, c'est dans notre coffre, c'est sauvé. Et c'est là-dessus qu'on va marquer les points, évidemment. Et donc, plus on ira pousser notre chance, plus les autres vont avoir les chocottes. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas que de la chance, il y a de la probabilité. En fait, il y a, je pense qu'il y a 5 ou 6 dangers, et ils sont en 3 unités dans le deck qu'on va comme ça éplucher carte après carte. Et donc, sur ces cartes vont se retrouver principalement des chiffres avec la valeur des diamants, des rubis qu'on va pouvoir distribuer à tous les joueurs. Mais il faut que ce soit en part égale, donc en fonction du nombre de joueurs qui est autour de la table. Et c'est-à-dire que plus on s'enfonce, plus évidemment il va y avoir des dangers qui vont venir. Comme je disais, il y a 3 de chaque danger. Dès le moment où on est resté, donc on a tous décidé, certains ont décidé de rentrer au campement parce qu'ils avaient peur, d'autres restent pour amasser encore plus de butin, et bien s'il y a un deuxième danger qui sort une deuxième fois, eh bien on perd tout, évidemment. C'est ça le côté stop ou encore. En revanche, si on a été vraiment, vraiment très courageux, et qu'on est le dernier à rester, et que
trop cool. Il y a encore une carte qui distribue plein de rubis, voire même une idole qui vaut plusieurs rubis. Une idole, ça vaut un diamant qui vaut 5 rubis. Et qu'on est tout seul, et bien pour nous le pactole. Et ce que j'ai pas expliqué, c'est que quand on rentre au campement, évidemment, si on est le seul à rentrer, ben on ramasse tout ce qui n'a pas pu être distribué de manière équitable préalablement. Donc voilà, donc il y a plein de stratégies. On peut se dire, ok, ça c'est sorti autant de fois. Ce que j'ai pas dit, c'est que quand un danger nous a fait perdre, automatiquement il est sorti de la partie. Donc on peut se dire dans les suivantes expéditions, ok, celui-là, s'il ressort, il y a peut-être moins de chances que je me fasse avoir par ce danger-là, donc je peux peut-être rester. Enfin bref, c'est hyper fun. Et on est là autour de la table en disant, ah t'as les fois, hein, alors tu fais quoi? Je parie que t'oses pas. Et au fait, et on se fait souvent gruger par soi-même, en fait, dans ce jeu-là, parce qu'on essaie évidemment de pousser, et au final, on perd tout. Donc très très fun, ce magnifique jeu Diamant, excellent. Ensuite, en 6e position, et oui, le très 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 célèbre, à moins que vous avez été sur une île déserte pendant 20 ans, je sais pas s'il a déjà 20 ans, je ne pense pas, à mon avis c'est au début des années 2000, d'accord, ça, on y est déjà, hein, presque. Il s'agit donc, comme je disais, à moins d'avoir été sur une île déserte et de ne pas avoir joué au jeu depuis très très longtemps, un jeu qui a sans doute reçu le plus de prix au niveau international, mondial. Il s'agit donc de Seven Wonders. Alors Seven Wonders, je ne pouvais pas le retirer de cette liste. Donc un jeu évidemment d'Antoine Bauza aux illustrations de Miguel Coimbra. Un jeu de 2 à 7 joueurs, ça peut aller très très vite, ça peut prendre qu'une demi-heure, voire même 3/4 d'heure vraiment si on prend du temps. Mais comme c'est un jeu de draft de cartes, ça veut dire on garde des cartes en main sur base d'un certain nombre qu'on distribue dans chaque âge, hein, ça se joue en 3 âges. Et au fait, on va représenter une grande cité antique, une des plus grandes merveilles antiques qui fonctionnent toutes différemment, avec toutes des points de victoire différents, etc. Et on va conserver comme ça des cartes et on va les tourner de joueur en joueur. Chacun aura exactement le même nombre et au final, on va chaque fois sélectionner une, hop, on passe le restant des cartes au jour suivant et ainsi de suite. Du draft de cartes, tout simplement. Illustration donc, je le dis, de Miguel Coimbra, de 2 à 7 joueurs, chez évidemment Repoprod. Repoprod qui a fait à mon avis sa renommée vraiment véritablement sur ce jeu, mais pas que. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est dans ce jeu-là, donc on va faire ce qui est cool, c'est ça, c'est qu'on joue en même temps. C'est cette idée de simultanéité et de collection de cartes, de chaînage de cartes, de combos et de récolte de ressources sur base de ce que les uns et les autres vont faire dans leur merveille. On va pouvoir payer pour aller troquer des ressources, on leur pique pas, c'est juste qu'on leur donne des sous pour utiliser leurs ressources. Ah, t'as fait ça, très bien, comme ça je dois pas le faire de mon côté. T'as fait du tissu, t'as fait du verre, parfait, je m'en occupe pas et je vais récupérer chez toi. Bon, évidemment, ça coûtera de la thune. Toi, t'as fait ça, d'accord, ok. Et puis, il y a tout un côté aussi affrontement avec nos forces militaires. On va aussi gagner des points là-dessus. On va gagner des points sur la carte bleue, la culture, le militaire, le commerce avec le jaune, les sciences avec les cartes vertes. Bref, énormément de strates possibles. Vraiment, vraiment, vraiment très très cool. Comme je disais, à moins d'avoir été sur une île déserte, vous en avez forcément entendu parler. Si vous n'y avez pas encore joué, en tout cas, pareil, je pense qu'il est trouvable partout. Tous les jeux dont je vous parle, c'est vraiment les jeux qui, en famille, sont sortis le plus. On a fait énormément de parties de ces jeux-là. Et c'est bien là-dessus que je me base pour faire ce top, en me disant, ça, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs, quoi. De ceux qu'on a vraiment le plus aimé, le plus joué, qui ont fait l'unanimité autour de la table et avec lesquels on s'est le plus marré, tout simplement. Et avec lequel aussi, comme c'est un top familial, avec lequel on peut faire entrer le plus de personnes dans l'univers des jeux de société modernes. Donc s'ils en sont restés encore à la case Monopoly, eh bien, grâce à ces jeux-là, clairement, vous pouvez leur faire rentrer dans l'univers moderne, et puis là, ils vont ouvrir des petits yeux de merlan frit en se disant « Waouh, il y a tout un univers que je ne connais pas et que je vais découvrir ». Seven Wonders, excellent jeu, évidemment. Ensuite, on arrive donc déjà dans le top 5, avec des jeux, pour moi, qui sont vraiment les best, les meilleurs, ceux qui nous ont vraiment plu, mais
du high level, quoi. Ici, un petit nouveau qui arrive et qui vraiment nous a fait déjà jouer plus d'une trentaine de parties, c'est After Us. After Us, un jeu donc de 1 à 6 joueurs, un jeu de Florian Siriex, illustration évidemment du génialissime Vincent Dutray. Un jeu donc chez Catch Up Games, durée environ 3/4 d'heure, je dirais, max 1 heure. Post-apo, donc de gestion de ressources, on va dire, avec des cartes qui vont arriver, qu'on va mettre dans un ordre précis. Mais c'est fluide, c'est rapide, et simultanéité encore, tout le monde joue en même temps. Aussi plaisant que ça, quoi. Et donc, on est en 2083, l'homme a fait de la merde, évidemment, avec la planète, on n'est même plus là. Ça fait des générations et des générations qu'on n'est plus là, et c'est les primates qui règnent en roi et reine sur la planète. Et ils retrouvent, c'est ça qui est fun, ils retrouvent quelques ustensiles, quelques objets humains, comme, qu'est-ce qu'il y avait encore, une PlayStation ou je sais plus, une moto, une arcade, un flipper, quoi, un vieux Nokia. Non, c'est trop fort, c'est vraiment, c'est hyper fun en fait, parce que il va y avoir comme ça 4 familles de singes, et ils fonctionnent tous entre guillemets de manière différente, et le jeu est une course. Donc non seulement c'est un jeu en même temps, il faut faire un tour de plateau qui représente 80 points si je dis pas trop d'âneries, et le premier qui a dépassé, ben, il met fin à la partie, et puis on voit si quelqu'un d'autre l'a dépassé dans le même tour, et c'est celui-là qui gagnera. Et donc très très fun. J'avais au début cette appréhension parce que je me disais on est un peu dans notre coin, et au final bah quand même on se marre, on se chambre, et on se dit ah t'as fait ça, ok d'accord, bah tu vas voir ça. Et puis on voit les autres qui waouh comment t'as fait, comment ça se fait que t'es déjà là toi. Et puis donc on s'essaye de se dépêcher pour faire un maximum de points évidemment, puis comme c'est une course il faut vraiment se manier quoi. Et donc c'est vraiment cool. Donc il y a les chimpanzés, les mandarins, les mandrilles, comment s'appelle cela? À chaque fois je reviens plus dessus là, ce peuple, c'est bon ça. Bon évidemment ça me fait penser à la planète des singes, hein, vous en doutez. D'ailleurs ça me fait marrer parce que quand j'ai découvert le jeu, je me suis refait la trilogie Maléfique récente là, des années 2005 jusqu'à 2017 je pense, le dernier. C'est une super trilogie, vraiment bien foutue. Mais j'étais déjà fan quand j'étais petit avec... là, je vais faire vieux d'un coup. Euh, j'ai oublié. Comment il s'appelle? C'est ouf, ça. Ce magnifique acteur, Charlton Heston. Voilà. Et c'était incroyable. Et je suis sûr que ça a énormément vieilli, les maquillages et tout. D'ailleurs, le dernier de Tim Burton, je me le suis remis il n'y a pas si longtemps avec Mark Wahlberg. Ouh là là. Les effets spéciaux et le maquillage, c'est un peu vieilli quoi. Mais en tout cas c'est fun et c'est toujours aussi sympa. Et donc voilà, moi ça m'a évidemment fait penser à ça. Je reviens pas sur la dernière espèce, mais bon bref. Les gorilles évidemment, mais c'était pas ceux-là. Non, ça me revient pas. C'est pas grave. Et donc chaque type de singe fonctionne différemment. Certains apporteront des points de victoire, d'autres de l'énergie qu'on peut transformer pour utiliser ces fameux artefacts des temps anciens humains, ces vieux objets retrouvés et abandonnés par l'espèce humaine trop bête que pour s'occuper comme il faut de notre planète. Les mandrilles, c'était les mandrilles, je pense, sur l'énergie, ou sur les points de victoire, c'est ça. Celui qui va servir, qui va réactiver, si vous voulez, des cellules dans nos cartes, je pense que c'est le chimpanzé. Et donc en fait, on va toujours jouer avec normalement 4 cartes. Donc c'est ce qu'on appelle l'arrivée des singes. On va les mettre dans l'ordre qu'on veut et on joue en même temps. Et et on va essayer de faire les meilleurs combos possibles avec ces cartes, les meilleurs liens possibles, parce qu'en fait, il y a des cellules qui représentent des rectangles. Et si ces rectangles sont fermés, on peut récupérer ces fameuses ressources. Il y a des fleurs, des fruits,
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des graines. J'ai déjà oublié. C'est ouf ça. Et on va les utiliser au fait pour de gauche à droite. On va récupérer comme ça, de haut en bas, ligne après ligne. Il y a 3 lignes. Et d'abord, on récupère toutes les ressources. Ensuite, les ressources, on va pouvoir les transformer pour d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on va gagner des points de victoire, qu'on va pouvoir avancer récupérer des énergies, etc., qui nous permettront d'utiliser les outils. Et puis, quand on a fini, on fait tous ensemble la phase de recruter des nouveaux singes. Et là, donc, on va dépenser aussi les ressources. Donc, il faut essayer de bien gérer ce coup-là. D'une part, l'utiliser pendant la phase de gestion de nos singes. Et après, il faut encore se dire, ok, je dois garder quand même telle et telle ressource en telle quantité pour pouvoir recruter. Et c'est pas obligatoire, évidemment, c'est facultatif, mais le fait de ne pas le faire, ça fait qu'on a toujours un deck nul, au fait. Et donc, il y a une forme de deck building, évidemment, là-dedans, parce qu'on peut l'épurer grâce aux gorilles, qui nous permettent, voilà, c'est ça, eux, ils nous permettent de faire la rage, donc de sacrifier des cartes de mandarin, qui sont les cartes de base, que tout le monde a, hein, tout le monde a les mêmes cartes de base, et on va essayer, évidemment, d'avoir des cartes de niveau 1 de telle sorte, ou de niveau 2, ça c'est encore plus fort, et c'est comme ça qu'on va essayer de se dépêtrer pour amener, l'idée c'est une course au point, vraiment, véritablement. Et donc c'est très fun, très très fun. After Us, excellent, excellent. Ce qui nous amène donc à un autre jeu que j'ai énormément joué avec mes garçons, et qui est très fun parce que il amène beaucoup de choses. Je pense qu'à l'époque, je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça, et ça revisitait un peu ce que nous on a appris par la suite, le 4X tout simplement. Il s'agit de Cyclades. Cyclades de Ludovic Maublanc et Bruno Catala. Évidemment, Bruno Catala revient souvent dans ce palmarès, mais c'est normal. C'est un auteur que j'apprécie énormément, outre le fait que c'est une personne vraiment humble et d'une générosité incroyable, vraiment, et d'une gentillesse et d'une sympathie énorme. Pour l'avoir rencontré déjà plusieurs fois, vraiment, c'est quelqu'un de extrêmement généreux, sympathique et ultra disponible. Donc un jeu de 2 à 5 joueurs, plus ou moins 2 heures, c'est ça il était relativement long, mais on se marrait tellement comme des fous avec mes garçons qu'on s'en foutait complètement. Là encore récemment, on y a joué pour la réussite de chacun de mes garçons. Et ce qui est fort, c'est qu'il le réédite en fait en version Legendary en ce moment même en campagne Kickstarter. Ils sont déjà à plus d'un demi-million. Et ils l'ont remanié, au fait, les auteurs. Et l'illustrateur, c'est Miguel Combra, qui revient aussi souvent. Ils l'ont remanié pour que ce soit plus tendu, plus rapide, plus fun. Donc c'est quoi en gros? On va gérer donc... D'abord, c'est un jeu avec des enchères. On va gérer donc l'influence de Dieu qu'on va récolter sur une première phase qui est l'emphase d'enchères. On va avoir des thunes qui sont mis derrière un paravent, face cachée, ça c'est tout le sel du jeu évidemment. On va pouvoir donc enchérir sur des dieux pour pouvoir récupérer leur pouvoir, mais pas que. Chaque dieu évidemment fonctionne différemment. Arès, il va permettre de construire des fortifications qui vont nous aider dans la conquête. Donc je disais que c'était un 4X Lite, donc qu'est-ce que j'entends par 4X? L'exploration, donc on va aller découvrir de nouveaux territoires. L'exploitation, on va récupérer évidemment nos cornes d'abondance et la thune qu'on va se faire sur les différentes régions qu'on occupe, parce qu'il faut les occuper évidemment. L'expansion, eh bien, on va construire différents bâtiments. Pour faire quoi, les différents bâtiments? Parce que dès qu'au moment où on a, mais pas que, il n'y a pas que cette façon-là de l'avoir, mais dès qu'on a 4 bâtiments de types différents, c'est-à-dire effectivement une forteresse, un port qui nous est donné grâce à Poséidon, une université qui nous est donnée grâce à Athéna, et un temple qui nous est offert par Zeus en mauve, dès le moment où on a fait ça, immédiatement on crée une métropole. Et le jeu s'arrête au fait quand le tour d'un joueur, je dis bien la fin d'un joueur, la fin du tour d'un joueur, quand il finit avec 2 métropoles. Dès cet instant-là, c'est fini. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, expansion, exploitation, exploration et extermination, évidemment. On va pouvoir attaquer les autres joueurs
c'est de la conquête de territoire également. Leur piquer évidemment leur métropole. On va pouvoir utiliser le pouvoir de créatures mythologiques juste énormes, en fait, avec des pouvoirs ultra badass. Des figurines vraiment sympas déjà pour l'époque, mais là ils les ont encore retravaillées. Bref, un jeu vraiment palpitant, palpitant. Je vous invite vraiment à le découvrir, à regarder des vidéos. C'est un très très bon jeu et je suis tellement content qu'il revient. Alors on avait tout, on avait acheté l'extension Titan, on avait acheté l'extension Hades, et il y a l'extension Monument, c'était la seule je pense qu'on n'avait pas. Et, euh, et on a énormément joué quoi, avec nos garçons, vraiment c'est un jeu qu'on kiffe. Au plus haut point, et le fait comme ça qu'il revient, qu'ils l'ont retravaillé, remanié pour que ce soit plus tendu, plus rapide aussi, plus fun encore, ça me hype de fou, vraiment. Donc Cyclades, excellent jeu, vraiment. En position numéro 4. Et donc on rentre dans le top 3 des jeux vraiment, non seulement on y a joué énormément, mais vraiment on les aime d'amour, quoi, vraiment. Alors, le premier qui vient et qui a été récompensé par le Kinderspiel, c'est Les Charlatans de Belcastel, un jeu donc de Wolfgang Warsch. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. J'espère que j'ai pas trop écorché. Évidemment, c'est un auteur très connu. Et aux illustrations de Denis Lawson. Lawson, je sais pas. Un jeu donc de 2 à 5 joueurs avec les extensions. Il y avait l'extension Les Sorcières s'en mêlent et l'autre c'est avec les... C'est avec... je me souviens que c'est avec ces espèces de... Ah, comment... Beck Benzen qui remonte là. C'est les druides, c'est pas les druides, c'est les sorciers, je sais plus. Bref, un jeu de backbuilding. Du backbuilding, de simultanéité encore une fois, parce qu'on joue en même temps, où on va, en fait on est des charlatans, on est sur la grande place de Belcastel, on se réunit tous et on fait évidemment essayer de créer nos potions. Et avec ces potions, on va utiliser forcément des ingrédients qui se retrouvent dans un sac, et c'est ça le deck building, c'est qu'au début on commence tous avec un sac avec des ingrédients qui sont tous les mêmes, et on a aussi des claques-doigts. Et si on a, si je dis pas trop de bêtises, si on dépasse 7 en termes de claques-doigts qu'on met dans notre chaudron, eh bien notre chaudron explose. Alors c'est pas punitif à outre mesure, c'est juste que dans la phase d'action qu'on va faire en fin de manche, il y en a plusieurs, notamment d'aller rechercher en fonction du niveau qu'on a atteint dans la marmite, des nouveaux ingrédients. Chaque ingrédient apporte un pouvoir différent et c'est ça qui est ultra fun dans chaque partie ne sera pas la même. Et plus d'extensions, plus ça amène du corps au jeu, plus c'est fun. Alors mes amis s'en souviendront, j'ai voulu leur faire découvrir le jeu avec toutes les extensions. Au final on était 4, ça a fait une partie de 3 heures en fait. Donc voilà, donc ça j'ai oublié de dire, c'est un jeu normalement assez rapide, quoique, je dirais quand même 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, si on joue avec toutes les extensions et 4 joueurs, on peut arriver facilement à 3 heures. Si évidemment en plus on explique les règles et tout. Bon, moi j'explique normalement relativement vite les règles, mais voilà. Je peux comprendre que ce soit pas fluide et instinctif tout de suite. C'est vraiment en jouant qu'on se dit ah ouais, en fait, c'est tout con en fait. Je pioche, je ressors, je mets dans mon chaudron, j'utilise les effets, mais bon, pour ça il faut connaître tous les effets. Donc au début on fait ah c'est quoi encore ça? Ah ouais, d'accord, c'est ça. Et ça c'est quoi si je mets ça? Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, mais c'est hyper fun. Évidemment, c'est un jeu de stop ou encore. On va pousser notre chance, pousser. Et si on pète, bah patatras quoi. Il y aura un truc qu'on pourra pas faire. Mais c'est cool, c'est vraiment très cool et on se marre comme des bossus. Charlatan de Belcastel de chez Schmidt-Spiel. Vraiment cool. Il avait donc, comme je le disais, hein, non, c'est le Critic Prize aussi en 2018 et le Kinderspiel, c'est ça, des Sierras. Voilà, donc si vous ne l'avez pas découvert, ils ont fait une version plus légère aussi, familiale, pour enfants aussi. Et là, j'ai oublié, c'est aussi de Belcastel, mais la grande aventure de Belcastel, je sais plus, qui est très sympa aussi. Mais ici, voilà, on garde toute la saveur du backbuilding que moi je kiffe. Et donc à chaque fois, évidemment, c'est quoi? Donc, comme je le disais, on pioche, et puis on s'arrête à un moment donné.
on voit où les autres en sont, et ça, tout le monde s'arrête, hop, on fait les phases successives de manche. D'autres ingrédients d'ailleurs se débloqueront de manche en manche. Et puis donc on vient acheter donc des nouveaux ingrédients, ils doivent être de couleurs différentes et on va les remettre effectivement dans le sac. Et donc dès ce moment-là, évidemment, notre sac n'est plus le même que les autres joueurs. Et donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on va avoir des effets ou des jetons qui seront plus forts, on pourra avancer plus loin dans le chaudron, où les effets seront plus forts, parce qu'on aura eu les moyens, nous et pas les autres, d'avoir des jetons plus puissants. Et donc c'est très très cool, vraiment très cool. Charlatan de Belcastel, une pépite ludique, vraiment. C'était ma position 3. Et là c'était le débat qui je mettais sur la tête du podium. Alors il y en a un, j'en ai parlé énormément, je sais que mon patron au Zap, il en avait tellement marre, j'en parlais, et je les vendais, parce que pour moi c'était vraiment mon jeu préféré, donc en aucun cas je pouvais pas ne pas en parler, tellement je le trouvais universel, fédérateur, incroyable, d'une richesse, d'une facilité déconcertante, mais à la fois avec une profondeur vraiment fun. Et l'autre, c'est des parties et des parties et des parties et des parties de jeu vraiment incroyables, où on a maintenant les 2 extensions, enfin voilà, la dernière qui est arrivée, elle est vraiment très très cool, et j'adore ce jeu, vraiment, j'y joue tout le temps. C'est vraiment un jeu excessivement cool, très clivant au niveau des images, des illustrations. Et donc je savais pas lequel choisir, et puis je me suis dit, allez, c'est pas possible, j'en ai tellement parlé en 2022, je dois, le laisser sur son podium. Probablement qu'avec le temps, l'autre repassera en première position, tellement voilà, j'y joue. Mais je joue tellement aux deux, mais en ce moment, je joue plus à l'un qu'à l'autre. Et c'est celui auquel je joue le plus finalement actuellement, qui se retrouve en deuxième position. Et l'autre, je l'aime tellement que c'est pas possible que je le détrône. Mais j'y joue un peu moins, parce que j'y ai beaucoup beaucoup joué. Deuxième position, Nidavellir. Nidavellir, un jeu de Serge Laget, aux illustrations de Jean-Marie Minguez. De 2 à 5 Elfland. Elvaland. Donc de 2 à 5 joueurs. Durée, avec les extensions, en vrai, ça peut mettre les 2 extensions quand on joue avec les deux. Ça n'alourdit pas, ça enrichit vraiment le plaisir de jeu. C'est beaucoup plus rapide qu'un Belcastel. On pourrait être sur 1h15, 1h30 avec toutes les extensions, les 2 extensions, c'est-à-dire Fingevlir et Idavol. Mais en vrai, si on joue avec le jeu de base qui est déjà vraiment hyper fun, je pense qu'en 1 heure, grand max à 4, on s'en sort sans problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est édité évidemment chez Greux Games, des gens vraiment très sympas, et qui éditent vraiment bien leurs jeux. Donc comme je disais, évidemment c'est clivant, il faut aimer, c'est en noir et blanc avec des nains, des naines. L'idée c'est que c'est un jeu de collection, donc on va recruter des nains dans différentes tavernes, du gobelin rieur, du dragon dansant, c'était quoi encore? Ça y est, ça me revient plus, j'ai des trous de mémoire comme d'habitude. De la taverne aussi du sanglier, où on va pouvoir recruter avec l'extension Fingevlir des mercenaires. Avec l'extension Idavol, on va pouvoir aller recruter des géants qui sont trop forts, des créatures mythologiques, des dieux, Thor, Odin, des Valkyries. Bref, vraiment, vraiment, on est dans la mythologie celtique, incroyable, riche, vraiment riche. Donc un jeu de collection, comme je le disais, de bon timing, de course quelque part aussi, et d'enchères, parce qu'en fait, en gros, on va aller de taverne en taverne recruter des nains, ou comme je disais, des mercenaires, ou d'autres, ou des artefacts qu'on va récupérer, enfin bref, il y a d'autres choses à faire encore. Avec des pièces. Des pièces, au début, on a exactement les mêmes. Donc ça fait penser un peu à du coin building. C'est vraiment ça, c'est du coin building. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une pièce 0 et on va pouvoir changer la valeur de nos pièces
en allant dans le trésor royal prendre des pièces de meilleure facture, avec une valeur plus forte, pour être ceux qui vont pouvoir les mettre aux enchères dans les tavernes suivantes, et donc dans les manches suivantes, et donc avoir les meilleures pièces. Ça veut dire potentiellement pouvoir choisir le nain qui est le plus intéressant. Et au final, on va les mettre dans des systèmes de collection. Il y a les nains mineurs, les nains explorateurs, les guerriers, les forgerons, etc. Et donc, chaque type de collection score de manière différente. En plus, il y a une appli qui fonctionne aux petits oignons. On rentre toutes les cartes qu'on a jouées et hop, ça score pour nous. C'est excessivement bien fait, mais sinon, c'est pas très compliqué, même avec le calepin, de compter les points. Vraiment ultra addictif. C'est vraiment un jeu que je kiffe de tout mon cœur. Il restera pour toujours et encore plus, j'ai envie de dire, en hommage à Serge Laget qui nous a quittés cette année, il y a peu de temps, et qui était vraiment une personne vraiment très sympathique, encore une personne vraiment ultra abordable, ultra généreuse, vraiment quelqu'un de gentil et de drôle et vraiment de super sympathique, vraiment. Et je garde des très bons souvenirs de salons, de rencontres. Et ce jeu, je l'aime du fond de mon cœur, véritablement. Et je sais qu'il voulait emmener le jeu dans une histoire épique, parce que l'idée, c'est de constituer en fait la plus belle équipe de nains et naines et autres guerriers, hein, Valkyries et autres, et mercenaires, pour aller affronter évidemment la terrible menace d'un dragon Fafnir, qui nous menace, évidemment, ça fait non penser évidemment au Seigneur des Anneaux, et à croire évidemment que les nains évidemment sont attirés par l'or, et l'or on sait qu'il est souvent gardé dans la montagne par un dragon. Donc il est en colère et il compte bien nous le faire savoir, et donc le roi a fait quémander ses meilleurs guerriers pour aller recruter évidemment des nains et des naines pour affronter ce dragon. Et c'est ça qu'on fait pendant tout le jeu. Et je sais qu'il voulait emmener cette histoire dans quelque chose d'épique, un peu comme on pourrait le vivre avec un Dice Throne Adventure ou un Role Player Adventure. Je crois qu'il voulait faire ça avec ce jeu. Et c'est dommage, probablement que ça ne sera jamais fait. Mais j'invite vraiment les auteurs et peut-être Jean-Marie Minguez, s'il en a la force et l'envie de soit lui, soit de trouver un ami qui pourrait le faire avec lui, peut-être amener cette suite. Mais en tout cas, ça reste pour moi un excellent jeu et il pourrait très bien se trouver en première position, tellement je l'aime. Ce qui m'amène donc à ma première position. Wouhou et oui, comme je le disais, j'en ai beaucoup parlé. C'est Acropolis. Acropolis, je sais même plus combien j'en ai vendu. C'était la folie. Je sais que mon patron, chaque fois, il disait c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Je dis mais je suis désolé, pour moi c'est parce qu'il le vaut en fait. Et je sais que quand j'étais rentré au Zap au tout début, bien avant, mais je n'étais pas le seul, heureusement. On était beaucoup à le penser, beaucoup dans l'univers du jeu à le penser, qu'il allait rafler l'Asdor. Pour nous, c'était une évidence. Pour nous tous, j'ai envie de dire, parce que je n'étais pas du tout le seul, mais je me sais que j'ai beaucoup fait rire mon patron, parce que je disais, ça c'est le futur Asdor, j'en suis sûr, et je te le prouverai. Et quand j'étais évidemment à Cannes, je lui ai envoyé une photo avec Jules Messot, et sa victoire, évidemment, à l'Asdor. Et c'était mérité. Et Jules Messot est vraiment quelqu'un, donc c'est de Jules Messot et aux illustrations de Pauline Détraz. Attendez, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Pauline Détraz, j'ai bien dit, c'est ça. C'est quelqu'un de tellement sympa, quoi. J'en rigole, j'en souris encore parce que je me rappelle plein de choses, en fait. Je me rappelle d'avoir, grâce à Martin de la Société des Jeux, j'avais fait un mode solo. Et puis peu de temps après, il y a Jules Messot qui prend contact avec moi sur la chaîne. Il voit que j'ai posé la vidéo et puis il me dit je suis justement en train de fignoler ma version solo du jeu. Est-ce que tu veux que je te la passe? Enfin bref, et donc
on a parlé ensemble et tout, on a échangé, et puis je l'ai serré dans mes bras à Cannes, tellement, voilà, je le trouve vraiment mec, hyper cool. Et je savais qu'il le méritait, tellement c'est fédérateur. Alors c'est quoi? Eh bien, on va constituer en fait une cité grecque, une cité grecque en 3 dimensions avec des tuiles. Tout le monde va pouvoir le faire, sauf que chaque tuile, comment je vais dire ça, fonctionne par quartier, et chaque quartier score de manière différente. Et le sel du jeu, au fait, c'est qu'il y a une rivière dans laquelle on va pouvoir aller chercher des tuiles, mais il va falloir préalablement écraser et monter en hauteur pour écraser des bâtiments justement qui ne scorent pas du tout. C'est les carrières de pierre, les carrières de marbre, qui au fait sont la monnaie du jeu. Et cette monnaie du jeu nous permet au fait d'aller au plus loin dans la rivière. Alors si vous n'avez pas de monnaie, si vous n'avez pas ce marbre, pour payer, pour aller vers la tuile qui vous intéresse, parce qu'au fait il y a un côté qui est gratuit, qui sera toujours gratuit. La première tuile de ce côté-là sera toujours gratuite, vous décidez en début de partie. Et toutes les autres, il faut venir égrener, comme à la Wallet, sur la tuile que vous ignorez. Mais il faut avoir la thune pour venir égrener en partant de celle gratuite. Et qui part, tout ça, ça part après, évidemment, dans la réserve générale. Donc on ne récupère même pas cette monnaie-là. Et donc il faut avoir cette monnaie pour avoir de la flexibilité sur la rivière, sur les tuiles qui nous intéressent, ou pour venir faire, évidemment, casser les noisettes des autres. Et donc c'est ultra addictif, ultra fun, rapide, efficace, c'est mise en place, mais 5 minutes. Moi je joue avec toutes les variantes que propose le jeu, tellement c'est génialissime, en fait, et ça ne complexifie rien du tout, c'est encore plus, évidemment, riche, plus jubilatoire, plus satisfaisant quand on arrive à faire des strates de malades et des scores de fous. Mais c'est trop de la balle. C'est Acropolis, vraiment, donc de 2 à 4 joueurs, édité chez Gigamig. Un bijou, c'est mon vainqueur du top 10 des jeux familiaux. Voilà les amis, j'espère que ce top vous a plu. Évidemment, j'ai hâte, vraiment hâte de savoir c'est quoi votre top familial, c'est quoi le truc qui sort le plus en famille et avec les amis, c'est quoi les jeux qui vous permettent de faire rentrer vos potos dans l'univers et vos amis. Quand je dis potos, c'est les deux, bien évidemment. Qui vous permet de faire rentrer vos amis dans l'univers des jeux de société. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous et de vos amis, de vos jeux de société. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.